Bernard Sauger, on est devant une photo de l'Assemblée nationale où vous avez longtemps siégé, vous avez aussi siégé au Sénat, on va y revenir. On terminait un entretien sur les rapports, l'évolution du journal Le Progrès. On s'est un petit peu arrêté lorsque le groupe Dassault est arrivé dans le groupe Le Progrès. On peut en dire deux mots avant de parler après de la politique, puisque la famille Dassault est aussi liée, tant par le père, par le fils et par le petit-fils, à la vie politique de notre pays. Absolument. Serge Dassault, donc, que j'ai connu en 2003 vraiment, j'avais connu son fils Olivier auparavant, car Olivier Dassault était député en même temps que moi. Et je n'ai pas connu évidemment le père de Serge Dassault qui avait été député, lui, jusqu'à 95 ans. Et donc, là, un jour où vraiment on était en difficulté financière, eh bien, Serge Dassault s'est mis dans la tête de racheter le groupe Persan. Et donc, à ce moment-là, dedans, il y avait le Figaro en particulier, et Serge Dassault s'imaginait qu'il allait, s'il était propriétaire du groupe Persan, il allait avoir des articles de sa blanche main quand il voudrait dans le Figaro. Et donc, ça n'était pas ça du tout, car comme vous le savez évidemment, une rédaction en chef, c'est différent d'une direction générale. Donc, il a écrit quelques fois dans le Figaro, mais pas très souvent d'ailleurs, et ça s'est passé correctement d'ailleurs finalement. Serge Dassault, lui, il avait envie d'être sénateur. Et un jour, il me téléphone, il me dit Bernard, je voudrais que tu me reçoives au Sénat. Je dis ah bon, pourquoi Je dis mais je vais aller au rond-point des Champs-Élysées. C'était là où était évidemment Le le groupe. siège du groupe d'assaut, quoi. Et il me dit non, non, je vais être à ton bureau au Sénat, etc. Je l'ai reçu quelques jours après. Et là, il me dit je viens te voir parce que j'ai besoin de toi. J'ai dit le petit Sauget qui est en contact avec Serge Dassault parce que Serge Dassault a besoin de lui, ça me paraît quand même un peu bizarre. Il me dit non, je voudrais être sénateur. Ah, alors je, j'ouvre de grands yeux, disons. Il me dit ça ne paraît pas enfin, ça ne t'enthousiasme pas. Je dis ben non, ça ne m'enthousiasme pas parce que il y a l'âge du capitaine. Il était déjà très âgé, Serge, malgré tout. Il flirtait avec les 80 ans, hein, pratiquement, pas loin. Et donc, je lui dis l'âge du capitaine. Et il me dit, bon, alors en somme, je lui dis oui, mais tu comprends bien qu'à ton âge, mon père était député à 95 ans. Je dis, mais les temps ont passé, c'est plus du tout la même chose. Bon, alors tu veux pas que je sois sénateur? Je dis, si, mais enfin, et il me faudrait l'investiture. Je dis, tu téléphones au château. Le château, pour nous, c'était l'Élysée, et c'était Jacques Chirac qui était président. Donc il a téléphoné au château, il a eu immédiatement l'investiture, et il est devenu sénateur. Et là, eh ben, je lui ai servi de guide au Sénat pendant plusieurs mois, de façon à ce qu'il connaisse toutes les arcanes du Sénat, etc., qui est quand même une institution et le bicamérisme c'est bien, mais il faut le connaître, il faut le vivre, et bien le connaître surtout. Donc ça s'est passé comme ça. Et l'arrivée de Serge Dassault dans le groupe a été pour moi aussi un événement, même si je ne faisais plus partie du groupe puisque j'étais à la retraite à l'époque. Ça, c'est une marque quand même de votre tout à la fois bonhomie et grande fraternité dont vos collègues peuvent témoigner. Mais justement, entre cette confraternité journalistique, hein, parce qu'on se tutoie dès qu'on arrive, on boit des canons le soir, Hmm. surtout quand les restaurants, et c'était le cas de la presse lyonnaise à ce moment-là, sont situés très proches à la presqu'île. En politique, c'est pas du tout pareil. Vous avez évoqué le marin, le marigot, les crocodiles. Comment est-ce qu'on peut justement concilier cette appétence au journalisme qui vous tenait aux tripes depuis votre adolescence, et puis cette vie politique qui a aussi marqué votre activité pendant plusieurs dizaines d'années. Je crois que les deux, à mon avis, sont tout à fait compatibles à une condition expresse, c'est que le travail de journaliste ne se fasse pas dans le même lieu que le travail de la rédaction, de la politique, pardon. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai toujours été un des patrons au niveau Lyon-Saint-Étienne et Saône-et-Loire, etc. J'en passais des meilleurs, les biens publics à Dijon, etc. Bon, bref. Et Presse Océan à Nantes, on avait toutes ces casquettes au groupe Versant.
Et en fait, euh, c'était donc Lyon. Et tout ce que j'avais, moi, sur le plan politique, c'était l'Isère. Car lorsque Pradel m'avait dit qu'il ferait ma carrière politique, euh, en 70, je suis arrivé à Saint-Just-Chalessin, Où nous sommes présentement. où nous sommes présentement. Et pourquoi Saint-Just-Chalessin? Parce que moi, ma famille est de Diemose, donc, et depuis 1431, c'était la première maison du village, un an après l'église. Et donc, une de mes filles habite toujours avec son mari et ses enfants. Et donc, j'étais à Diemose, mais à Diemose habitaient mes parents. Et je ne voulais pas être trop proche quand même de mes parents, dans une maison à côté, etc., pour pas être les embêter, ou qui m'embêtent quelquefois sûrement, c'était très, très possible. Donc je me suis dit, il faut que je sois dans le secteur. Et dans le secteur, j'avais un journaliste qui habitait Saint-Just, qui s'appelait Jean-Claude Rascle. Et Jean-Claude Rascle me dit, ben, viens à Saint-Just, il y a une maison qui est à vendre actuellement. Et je vais à Saint-Just, donc, et au Corbet, qui est à quelques kilomètres d'ici, 3 kilomètres, mais loin du village, donc, sur Saint-Just. Et je vois cette maison où c'était un escalier extérieur pour monter à l'étage, pour le lieu de vie. Ça ne m'intéressait pas. Le maire de Saint-Just était là. Et comme j'étais aussi à la télé à l'époque, je présentais le journal télévisé régional un soir sur trois avec Bernard Frangin et Alain Chabot. Euh, Lorsque il a vu que je ne t'étais pas intéressé, il a voulu garder le type de la télé. Et à ce moment-là, il m'a dit, mais moi je peux vous trouver un terrain si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Je dis, je veux un terrain qui soit un terrain plus proche de la commune, du centre-village, et puis assez grand quand même. Très bien, et quelques jours après, il m'a dit, bah, j'ai 4500 mètres carrés à 1 kilomètre du village, qui domine le village, là où nous sommes actuellement. Et donc j'ai acheté pendant les événements de mai 68, j'ai fait construire la maison et j'y suis rentré en septembre 70. Et là, je me suis dit, j'avais 27 ans, bah, il faut que tu sois maire. Bon, mais maire de Saint-Just, toute petite commune à l'époque, hein, encore plus que maintenant. Et donc le résultat, c'est que personne ne me connaissait. Moi, je connaissais personne. Eux, ils me connaissaient parce que je rentrais par effraction chez eux une fois, un jour sur trois, en présentant les actualités régionales de télévision. Et donc, j'ai fait les 500 maisons de Saint-Just pour voir comment les gens vivaient, quels problèmes ils avaient, etc., etc., et me faire connaître. Et j'ai été élu grâce à la télévision, ça c'est sûr, et à la presse écrite aussi, où j'écrivais encore. Et donc, je suis rentré comme maire en battant le maire sortant, qui est devenu mon premier adjoint, car je voulais déjà rassembler les gens. Et le maire sortant, qui s'appelait Pierre Audet à l'époque, est devenu mon premier adjoint. Et il est resté mon premier adjoint pendant 12 ans. Et nous nous sommes très bien entendus tous les deux. De tous ces mandats de maire, conseiller général, président de conseil général de l'Isère, député, sénateur, dans lequel vous avez eu le sentiment de mieux servir le bien commun, parce que c'était un petit peu ce qui vous animait dans le fond. Ça m'a toujours animé. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, je suis d'une famille extrêmement modeste, qui n'avait pas beaucoup d'argent. Vous savez, le vin du mois, nous, à partir du vin du mois, tout le temps, nous mangeons des pommes de terre, du riz et des pâtes. Qu'est-ce que faisaient vos parents? Mon père transportait des colis. C'est un mot qui n'existe plus maintenant, c'était du factage. C'est-à-dire qu'il transportait des petits colis de rouleaux de soie, de trucs comme ça pour les soyeux lyonnais. Et donc, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Il avait acheté une camionnette. Et avec sa camionnette, et ben, ma foi, il transportait les paquets, soit d'une usine à l'autre, soit dans les transports, etc., pour les envoyer dans toute la France et même dans toute l'Europe. Et donc, il ne gagnait pas beaucoup d'argent, effectivement. Et votre maman? Et ma mère, et ben, ma foi, elle travaillait dans rue Plenay, à côté de Léon de Lyon, dans dans une maison de transport, en somme, où il y avait tous les gros transports routiers qui prenaient les paquets et qui les transportaient où il fallait. Donc, ils avaient deux modestes salaires, et on n'avait pas beaucoup d'argent du tout, et on n'avait que la maison de Diemos, qui était la maison de la famille, quoi, c'était tout.
Et ça a marqué un petit peu votre vie et votre Eh carrière, qu'elle bien oui, soit journalistique ou politique? oui, ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit que j'ai eu beaucoup de chance grâce à mes parents qui se sont saignés aux 80 pour que je puisse faire quelques études et grâce aussi à la société. Bon, j'ai eu un ascenseur grâce à la société française, grâce à l'État français. Bon, je me suis dit, tu as quelque chose à rendre aux autres. Et j'ai passé toute ma vie en essayant de rendre service aux autres et en essayant de ramasser les miettes de tout de façon à ce que chacun puisse vivre avec sa philosophie personnelle. Et ma plus belle histoire de rassemblement, ça a été quand j'étais président du Conseil général. Parce que quand j'étais président du Conseil général De l'Isère? de l'Isère, j'avais donc 30 voix pour, 28 contre. Donc c'était une toute petite majorité, hein. Et là, je me suis dit, ça ne peut pas durer longtemps comme ça. Donc il faut absolument que j'ai une entente avec les gens de gauche. J'ai fait venir le président du groupe socialiste, qui s'appelait Christian Nupsy, et le président du groupe communiste, qui s'appelait Claude Bertrand. On a déjeuné tous les trois, et on s'est mis d'accord pour dire, on se verra un jour avant toute session du Conseil général, et les dossiers sur lesquels on n'est pas d'accord, on les mettra de côté pour les réétudier, etc., de façon à ce qu'on soit d'accord sur tout. Et chaque fois, tous les dossiers qui ont été présentés de mon temps de président de Conseil général ont été votés à l'unanimité. Donc ça veut dire qu'on peut toujours, même avec des philosophies différentes, car chacun gardait sa propre philosophie, même avec des philosophies comme ça, il y a quand même un socle commun pour dire il faut qu'on fasse avancer les choses au niveau de la population pour que la population puisse en bénéficier. Et donc Claude Bertrand est mort maintenant, mais avec Christian Luxy, c'est toujours un de mes grands copains, un de mes grands amis. On se voit au moins une fois tous les 15 jours, tous les deux, et je suis président, par exemple, des anciens conseillers généraux de l'Isère, et lui est mon secrétaire général, etc. On s'est toujours bien entendu. Rassembler ce qui était part, c'est un petit peu le fond de votre engagement. Alors, on n'en a pas parlé, mais si on peut en dire deux mots, parce que c'est un secret pour personne, euh, vous appartenez, ou vous avez appartenu à la franc-maçonnerie. Est-ce que cette philosophie, ça vous a servi d'éthique dans la vie, personnelle bien sûr, mais aussi dans votre activité politique, dans votre activité journalistique? Journalistique, sûrement pas, parce que je ne m'en suis jamais inquiété de ce côté-là, je ne voulais pas mélanger les genres. Politique, sûrement, parce que, par exemple, la franc-maçonnerie, donc je suis rentré. Pourquoi suis-je rentré à la GLNF? Parce que simplement, mon parrain était GLNF. Et j'ai découvert la maçonnerie, et je la connaissais de l'extérieur, donc je l'ai découvert grâce à mon parrain et ensuite quand j'ai été initié. Mais la franc-maçonnerie m'a aidé, pourquoi? Parce que j'ai toujours pensé que ça aidait la personne elle-même à être meilleure, si l'on voulait bien, mais je le voulais, et vis-à-vis des autres. Et deuxièmement, ça faisait avancer la société, à mon avis. Car il y avait des choses sur lesquelles la franc-maçonnerie, c'était plus celle de la Troisième République, bien sûr, mais enfin, malgré tout, elle était encore importante, et elle l'est toujours un peu. Et donc, ça m'a fait penser qu'à la fois pour moi et à la fois pour la société, c'était intéressant d'être franc-maçon. Et j'ai toujours vécu avec cette philosophie-là. Et la franc-maçonnerie, j'en suis devenu, quand j'étais député, président de la fraternelle parlementaire. Et la fraternelle parlementaire regroupait évidemment les francs-maçons du Sénat, les francs-maçons de l'Assemblée nationale et les francs-maçons du Conseil économique et social et du Conseil de l'Europe. Donc nous étions environ entre 4 à 500 pendant tout le temps où j'ai été président de la fraternelle parlementaire. Mais c'était un lieu de réseau alors. C'est pas un lieu de réseau, c'est un lieu de réflexion. Et ce lieu de réflexion, parce que si c'est un lieu de réseau, il vaut mieux rentrer au Rotary, par exemple. Mais moi, je ne suis pas rentré là-bas pour faire des affaires ou des trucs comme ça. Je suis rentré là-bas, ce que je vous disais, donc, pour effectivement essayer de m'améliorer moi-même et d'améliorer aussi la société. Et je pense que ça a été quand même une réussite. Je vous donne un exemple. On parlait déjà d'euthanasie. Quand il y a eu des problèmes de société, l'euthanasie en est un, eh bien nous avons été convoqués, enfin j'ai été convoqué avec mes deux vice-présidents,
parce que j'étais déjà sénateur quand j'étais président de la fraternelle, et j'avais évidemment un député qui était un vice-président. On a été convoqué à l'Élysée par Sarkozy d'abord, puis par Hollande ensuite, pour savoir quelles étaient nos idées sur l'affaire. On lui a dit notre position, quelquefois difficile à définir, mais on lui a dit précisément notre position avec les pour, avec les contre, suivant les sujets. Et je crois que ça, c'est intéressant. Et les deux, Sarkozy et Hollande, que nous avons connus en tant que président, ont toujours pensé à prendre l'avis de la franc-maçonnerie. Alors, la fraternelle, c'est important parce que sur le nombre d'obédiences, il y en a 5 qui sont importantes en France. Il y a évidemment le Géo qui est le plus Le important Grand de Orient? tous. Oui, le Grand Orient, donc on appelle le Géo. Donc. Il y a la GLNF, la Grande Loge Nationale de France, en numéro 2, la Grande Loge de France en numéro 3, et ensuite Le droit le humain? droit humain, et ensuite la GLFF, la Grande Loge Féminine de France. C'est les 5 sur lesquels j'ai pu voyager, où je suis allé, où j'ai vu un peu les différences, où j'ai vu un peu ce qui nous rassemblait là aussi, le socle commun, le grand architecte de l'univers, etc. Tout ça. Et j'ai vu tout ça et ça m'a fait monter aussi dans ma philosophie.